Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Nous ne faisions que suivre les ordres. L'histoire que vous allez entendre est une histoire qui, depuis 70 ans, a été laissée à l'abandon dans le cœur des quelques personnes qui s'en souviennent. Des 12 personnes présentes ce jour-là, il ne reste que moi. Et ma propre fin approche rapidement. J'écris ce récit d'une main tremblante, uniquement pour me consoler dans mes derniers instants. Et j'espère que quiconque découvrira ce document s'abstiendra de porter un jugement sur moi ou mes camarades jusqu'à la fin. Je me souviens très bien d'avoir été assis dans une tente avec mes compagnons d'armes, juste à l'extérieur de Berlin, blottis autour d'une radio à ondes courtes et écoutant les procès des plus grands ennemis de notre nation. Ils feignaient la folie, plaidaient coupables, donnaient des comptes rendus poignants de chaque détail et de chaque crime commis de leurs mains ou sous leur surveillance. Mes préférés, cependant, étaient ceux qui plaidaient l'innocence, ceux qui disaient « Je ne faisais qu'obéir aux ordres ». Je me suis demandé ce que j'aurais fait si la guerre s'était terminée avec Moscou sous l'aigle de fer. Que dirais-je si on me demandait de justifier mes actions en temps de guerre ? Je crois que je sais exactement ce que je dirais. Et ce serait la même chose que les hommes raillés par toute l'armée rouge, à l'exception des 10 d'entre nous rassemblés dans la tente. Les 2 autres plus chanceux d'entre nous étaient déjà morts. C'était dans un village tranquille de l'est de l'Allemagne, le 24 décembre 1944. Nous avions reçu l'ordre de rechercher les soldats qui se tenaient à l'affût pour tendre une embuscade à la colonne principale de l'armée. Notre sergent, Ivan, a pris la tête de l'opération, et le reste d'entre nous s'est rangé derrière lui. Il pleuvait abondamment, obscurcissant notre vision. Un craquement sec m'a rappelé à l'ordre et je suis immédiatement tombé à plat ventre. J'ai senti une odeur de fumée et j'ai entendu un bruit sourd dans la terre à une 12aine de mètres devant moi. Les bruits des coups de feu résonnaient dans mes oreilles tandis que nous ripostions. Nous n'avions aucune idée de l'endroit d'où venaient les coups de feu, alors chacun d'entre nous a pris sa meilleure estimation et a tiré dans cette direction. Nous savions que nous ne toucherions pas le tireur, mais nous espérions l'effrayer. J'ai décidé de ne pas tirer afin de couvrir mes camarades pendant qu'ils rechargeaient leurs armes. Lorsque les tirs ont cessé, j'ai observé attentivement les maisons voisines. Un mouvement rapide près d'une clôture en bordure de route a attiré mon attention, et j'ai rapidement tiré quelques balles sur la masse sombre. Au moins un de mes tirs a dû faire mouche car la chose est tombée au sol immobile. Mes compagnons d'armes ayant fini de recharger, j'ai éjecté mon chargeur et en ai glissé un nouveau à la place. Nous sommes restés immobiles pendant un certain temps, attendant la riposte. Comme il n'y en avait pas, Ivan s'est accroupi et s'est rapproché discrètement du cadavre. Il a tâté le pouls, puis est revenu vers nous. « Oui, nous l'avons eu », a-t-il dit. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une sorte de profonde tristesse et de regret. J'ai eu beau insister, il n'a pas voulu me dire pourquoi. Nous nous sommes levés et avons marché vers la maison d'où venait le tireur. Ivan a frappé à la porte. Nous avons attendu un moment et Ivan a fermement posé son pied sur le sol, s'apprêtant à défoncer la porte lorsqu'un coup de fusil a traversé la porte. Ivan est tombé au sol, criblé de chevrotines. Nous avons riposté à travers la porte, puis nous l'avons rapidement enfoncé avec la crosse de nos fusils. À l'intérieur, des débris de verre jonchent le sol et des impacts de balles parsèment les murs. Au sol, une jeune femme a été tuée de 4 balles. Dans sa main, le fusil qui a tué Ivan. Nous en avions assez de ce village. Nous avons saccagé la maison, jeté les tables et rempli nos poches d'objets de valeur. Quand nous avons eu fini, nous avons jeté des lampes à gaz sur le sol et des allumettes sur le liquide qui coulait. Nous avons laissé la maison en feu. Ce n'est qu'une fois dehors que nous avons entendu les gémissements. Les flammes avaient déjà pris le dessus et il était trop tard pour rentrer dans le bâtiment. La mère avait caché son bébé
avant de se retourner pour nous combattre, et nous ne l'avions pas trouvé avant d'incendier la maison. Les gémissements ont continué pendant quelques minutes avant de se taire dans le crépitement des flammes. Un homme a surgi d'un bâtiment situé plus bas dans la rue et a sprinté vers nous en criant en allemand. Notre traducteur l'a regardé bouche bée, et lorsque nous avons levé nos fusils, il a levé la main pour nous arrêter. L'Allemand nous a dépassés et s'est dirigé vers le bâtiment en flammes. Il n'a hésité que brièvement sur le seuil de la porte avant de s'y engouffrer. Il n'est pas ressorti. Lorsque le feu s'est éteint, nous ne pouvions plus le voir. Le reste de notre mission s'est déroulé en silence. Lorsque nous sommes revenus sur nos pas, nous avons trouvé des gens debout dans la rue qui nous regardaient. Certains étaient en colère, d'autres tristes, mais la plupart avaient un regard vide. Je les vois encore dans mes cauchemars. Lorsque nous sommes passés devant la maison, je me suis arrêté. J'ai annoncé à personne en particulier que je devais aller pisser. Personne n'y a cru, mais cela n'avait pas d'importance. J'ai pénétré dans la coquille de la maison que nous avions détruite. Là, sur le sol de la chambre, j'ai vu le squelette d'un homme écrasé sous une poutre en bois, avec ce qui semblait des os difformes dans ses bras. Dans la cour, près de la clôture, j'ai vu un petit garçon avec un fusil jouet, vêtu de l'uniforme surdimensionné d'un soldat nazi allemand. Cette nuit-là, nous avons tous fait des cauchemars. L'homme, avec ses yeux sauvages, disait à chacun d'entre nous qu'il reviendrait pour nous, l'un après l'autre. Le lendemain, nous avions ri ensemble. Nous nous étions lancés dans nos tâches, nous nous étions efforcés de ne pas penser à l'homme qui hurlait et au bébé qui gémissait sous les flammes. L'un après l'autre, au fil des années, nous sommes morts. Ici, l'un d'entre nous est tombé d'une tour que nous étions en train de construire. Là, une forme agressive de cancer est apparue soudainement dans le cerveau. Jamais évident, mais toujours suspect pour nous, parce que nous le savions. Nous savions tous ce qui se passait. Lorsque nous étions deux, Joseph et moi, il était venu me rendre visite. Quand il a frappé, j'ai cru que mon heure était venue. Mais j'aurais dû savoir que je serais le dernier. « Il vient pour moi », avait dit Joseph. « C'est mon heure maintenant. » J'aurais voulu le consoler, lui assurer que ce n'était qu'une coïncidence. Mais nous savions tous les deux qu'il n'en était rien. Cette nuit-là, Joseph a pleuré sur mon épaule et moi sur la sienne. « Je suis tellement désolé », avait-il sangloté. « Je ne savais pas. » Le lendemain, il s'est tiré une balle dans son appartement. C'était il y a une semaine, et maintenant c'est mon tour. Je sais qu'il arrive. Chaque nuit, dans mon sommeil, il me regarde dans les yeux et me sourit. Chaque nuit, il sourit plus fort. La nuit dernière, il a commencé à parler. Silencieusement, si silencieusement que je n'entends plus rien de ce qu'il dit, si ce n'est qu'il parle. Je ne veux pas entendre ce qu'il a à dire. Je ne peux pas dormir cette nuit. Je verrai le plus tard possible et, avant de m'endormir, je monterai sur le toit et me tiendrai au bord. Il le faut. Je ne peux pas savoir ce qu'il dira. Ils nous ont tiré dessus. La femme a tué Ivan. Nous ne pouvions pas savoir pour le bébé. Nous éliminions la résistance nazie, c'est tout. Nous ne faisions que suivre les ordres. Bon sang, nous ne faisons que suivre les ordres.